L'art et l'illusion est un ouvrage d'Ernest Gombrich publié en 1960. C'est un ouvrage de référence en matière d'analyse sémiotique, psychologique et historique de la représentation picturale. Gombrich se demande pourquoi l'art a-t-il évolué au cours du temps? Par exemple, pourquoi existe-t-il tant de représentations différentes d'un sujet intemporel comme la maternité? Gombrich dit que les changements de style ne résultent pas seulement d'un progrès de l'habileté technique, mais bien de façons différentes de voir le monde. La diversité dans la représentation picturale s'explique donc par la notion de perception. Quand quelqu'un regarde un tableau, deux perceptions se superposent, celle de l'artiste lorsqu'il a peint et celle du spectateur lorsqu'il observe. La perception est subjective car elle est déterminée par deux facteurs très variables selon les sujets. Gombrich nomme ces facteurs le voir et le savoir. Le voir qualifie les mécanismes naturels régissant la vision humaine. Cela dépend des facteurs optiques et psychologiques intervenant dans la transmission des stimuli visuels au cerveau. Autrement dit, c'est la vision qu'on a de l'objet. Le savoir qualifie les mécanismes artificiels nous permettant de lire l'image, c'est-à-dire la construction que nous faisons à partir de nos connaissances et expériences. C'est la connaissance qu'on a de l'objet. La perception, qui englobe le voir et le savoir, intervient dans le rôle de l'artiste comme du spectateur. L'histoire de l'art révèle que l'homme cherche à représenter le monde qui l'entoure. L'art européen en particulier a été fortement marqué d'une volonté d'imitation la plus parfaite du réel, c'est le mimétisme. Les techniques ont été perfectionnées dans le but de parfaire l'imitation du relief, des ombres et de la morphologie. Au XIXe siècle, le positiviste Auguste Comte affirmait que pour connaître les phénomènes, il fallait observer sans qu'aucune déformation subjective ne fausse les résultats. En art, cet idéal est impossible. L'art n'est jamais pure imitation, même dans les courants dits réalistes ou naturalistes. Le seul fait de représenter suffit à arracher la nature de sa nature. Gombrich explique que la représentation n'est pas partiellement fidèle à la réalité, la perception de l'artiste impliquant à la fois le voir et le savoir. Sa représentation des choses est biaisée par les plusieurs modèles et références et par la valeur qu'il attribue à l'objet. C'est là toute la complexité du rôle de l'artiste. Il doit faire la part des choses entre ce qu'il voit et ce qu'il sait. Quel est donc le rôle de l'artiste dans la représentation picturale? La représentation considère l'apparence sensible, mais aussi l'idée associée à l'objet. Gombrich parle des enfants, qui ne distinguent pas toujours la différence entre l'apparence et la fonction de l'objet. Quand ils jouent, une casserole devient un casque. C'est la fonction de l'objet qui définit sa réalité. La volonté formatrice oblige l'artiste à baser son œuvre sur un concept qui s'ajoute à la représentation visuelle. Par exemple, le rhinocéros de Dürer fut dessiné à partir d'une description écrite qu'un voyageur a fournie à l'artiste, qui s'inspire ensuite d'animaux lieutenants familiers. Ainsi, la représentation est limitée par un savoir acquis par l'expérience. Emmanuel Levy note que les enfants dessinent l'être humain de face, les chevaux de profil et les lézards de dessus, car ils les ont toujours observés de cette manière. Le savoir qu'on a de l'objet est aussi déterminé par notre culture. Ainsi, un thème universel comme la mort s'est vu représenté de 1000 façons différentes selon les époques, les courants de pensée et les codes culturels ou religieux. Gombrich traite aussi la représentation picturale et la notion de perception du point de vue du spectateur et implique à nouveau le voir et le savoir. En effet, ce qui fait l'œuvre d'art, c'est l'appropriation du travail de l'artiste par le spectateur. Comme pour la représentation par l'artiste, la perception du spectateur est gouvernée par une alternance entre le schéma, c'est-à-dire l'image pure, et la correction, qui est le tri réalisé par l'esprit. Cette correction s'effectue grâce au mécanisme de projection permettant l'interprétation. Tout le monde a déjà dû voir un animal ou un visage dans les nuages. En fait, la projection est un mécanisme psychologique théorisé par Freud. L'individu situe dans le monde extérieur des pensées, affects et désirs et leur prête une existence objective. Par exemple, parmi ces taches d'encre utilisées pour des tests psychologiques, on peut interpréter des moustiques, des êtres humains, un papillon. Ici, le schéma est la tache d'encre, mais la correction nous fait voir un moustique. En matière de représentation picturale, Gombrich affirme que grâce au mécanisme de projection, le spectateur décrypte et complète les images. Pour lui, le mécanisme de projection requiert de deux conditions. D'abord, le spectateur doit disposer du bagage nécessaire pour compléter la signification, et ensuite, la représentation doit laisser place à l'interprétation. Quant à elle, l'illusion se base sur ce mécanisme. Elle consiste à jouer avec les perceptions et utilise la capacité du spectateur à corriger le chemin. La perspective est une forme d'illusion. Par exemple, cette vidéo illustre qu'on est capable de percevoir de la profondeur sur un dessin en 2 dimensions.
Ici, l'illusion est créée par la perspective. Ici, on voit une jeune fille assise, mais son corps peut aussi être interprété comme le visage d'une vieille dame, dont les cheveux sont à cascade. La correction permet aussi de compléter une image. Grâce au mécanisme de projection, on obtient une image à partir d'une absence de représentation. Ici, alors que seules des fleurs sont représentées, on peut voir des visages ou lire le mot sexe. Ce procédé peut être aussi utilisé dans les images subliminales. Ainsi, l'art s'est peu à peu détaché de la volonté réaliste et du mimésis pour évoluer vers l'abstraction. Les courants impressionnistes, puis l'art contemporain par exemple, utilisent davantage le mécanisme de projection et laissent au spectateur un plus grand rôle d'interprétation. La caricature, qui eut un grand succès au XXe siècle, ou le croquis, laisse un travail de correction au spectateur sans rien enlever à la perception des expressions et émotions humaines. Donc, comme l'artiste, le spectateur ne voit pas de manière objective. L'interprétation passe par des mécanismes psychologiques et par la mobilisation du savoir. Il crée des associations d'idées fondées sur des codes appris et sur l'imaginaire collectif. L'interprétation est donc une institution sociale et culturelle. Compléter l'image s'apprend. Pour que l'interprétation d'une œuvre soit fidèle à sa représentation, il faut que l'artiste et le spectateur partagent les mêmes codes et le même imaginaire. Cela explique qu'un tableau perd parfois de son sens hors de son contexte d'origine. Par exemple, les représentations artistiques de la vache montrent la diversité de l'imaginaire autour de cet animal selon les cultures. En conclusion, on peut affirmer que la représentation picturale est un peu comme une partie émergée de l'iceberg. Dans la représentation de l'artiste, comme dans l'interprétation du spectateur, elle charge avec elle tout un bagage psychologique et imaginaire. Ainsi, d'après Gombrich, l'évolution des styles est nécessairement conditionnée par la tradition, par des facteurs sociaux, moraux et esthétiques. C'est pourquoi, à travers les représentations picturales, on peut accéder à l'imaginaire d'une culture. L'homme a ainsi évolué avec son art.